Bonjour à toutes et à tous, Black Panther Wakanda Forever est sorti au moment où est écrite cette vidéo il y a moins de 2 semaines, et rassurez-vous, je vais pas en remettre une couche sur le film lui-même, ses défauts, ses qualités et tutti quanti, je souligne juste que la promotion vient de balancer une affiche révélant l'identité, attention spoiler alert donc, de la nouvelle Black Panther. C'est une affiche officielle qui reprend les couleurs du marketing d'avant la sortie, tout ça. Bref, si vous adorez les films de super-héros, vous étiez obligé d'aller vous déplacer en salle pendant la première semaine, sous peine qu'on vous révèle l'un des plus gros ressorts narratifs. Alors vous allez me dire, oui t'abuses, c'est un secret pour personne, suffisait de connaître les comics ou même de regarder le premier avec un tant soit peu de jugeote pour le deviner, certes. Toujours est-il que la promo jouait quand même beaucoup là-dessus avant la sortie, et toujours est-il surtout que c'est loin d'être la première fois. Parce qu'en effet, le cas de Black Panther est particulier, en raison du contexte de sa production, qui a imposé de tout changer après le décès de Chadwick Boseman, mais force est de constater que les gros studios ne lésinent pas sur les spoilers en ce moment. Pourtant Hollywood spoil ses propres films depuis un bail, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de particulier là? Eh bien on va essayer de creuser un peu. Alors petit avertissement, je vais ici discuter de stratégie de promo et de choses comme ça, mais d'un pur point de vue de spectateur. Tout ce que je dis c'est des suppositions qui reposent sur des exemples, mais qui ne sont pas catégoriques, loin de là. Ah oui aussi forcément je spoil des trucs, mais autant que les studios eux-mêmes du coup. Alors je le sais bien, puisque c'est moi qui ai la lourde tâche de lire et modérer les commentaires sur Facebook, on entend souvent la rengaine de « Oui aujourd'hui les bandes annonces montrent tout, c'est incroyable ». Si je faisais là un sondage, je pense qu'il y aurait au moins un consensus là-dessus, et je suis d'accord pour dire, mais c'est un point de vue extrêmement personnel, que la promo des blockbusters en montre globalement trop. Et pourtant, c'est loin d'être une spécificité de notre ère. Alors je vais pas tout refaire l'historique, mais les bandes annonces c'est un truc qui émerge dans les années 15-20 et qui dans toute la première partie de l'histoire hollywoodienne consiste majoritairement en un montage des images clés du film avec des cartons qui vantent le mérite de ce film et une voix off qui parle comme ça. Déjà là quand je dis scène clé, je dis scène clé, vas-y que je te balance les bisous, les bourre-pifs, voire que je te raconte les 2/3 de l'histoire. Et dans les années 70, 80, 90, qui sont souvent cités en référence par les adeptes du fameux c'était mieux avant, c'est presque pire. Bon déjà si on sort un peu d'Hollywood, il y a le cinéma d'exploitation de l'époque, les habitués de la nuit de Nanarland, de la nuit de toute la mémoire du monde à la Cinémathèque, ou de tout autre événement un peu bis qui en propose le savent bien, c'est hilarant à quel point elle montre absolument tout. C'est un genre de super cut de toutes les scènes d'action, de sexe, etc. avec parfois une voix off qui répète le titre à peu près 85 fois, mais je peux citer des films cultes, Prenez Rocky IV, la bande-annonce raconte l'histoire dans l'ordre, jusqu'au premier donc du combat final contre Dolph Lundgren. Tout y passe, la mort d'Apollo, la session d'entraînement dans la neige. Dans ces années-là, il y en a un paquet du style, je vous laisse lister les exemples les plus grossiers en commentaire, faites-vous plaisir. J'ai juste choisi Rocky IV parce qu'il y a en plus le title screen le plus bourrin que j'ai jamais vu. Rocky IV. Hell yeah. La promo qui spoil allègrement, c'est donc monnaie courante, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Batman v Superman nous faisait apercevoir le méchant du climax dans son trailer, et je pense que l'exemple le plus marquant, c'est celui de ce film qui est Terminator Genisys. Le gros twist, c'était que John Connor est une machine, tada, même pas besoin de voir le film. Mais on pourrait dire que l'implication croissante des communautés sur internet a un peu entraîné un changement de paradigme. L'impression initiale, c'est que les studios désormais préfèrent que les spectateurs aient l'impression de se spoiler eux-mêmes en fait. La clé c'est donc les communautés de fans, je vous apprends rien en disant qu'il y a encore quelques dizaines d'années, les blockbusters hollywoodiens étaient destinés à un très large public familial, et que les connaisseurs de comic book par exemple, puisque c'est ce dont il est question ici, restaient ignorés, voire parfois méprisés par les majors hollywoodiennes. Sauf que désormais, une très grande majorité des spectateurs s'investissent dans les univers adaptés, et surtout les plus gros fans, pour utiliser le mot désormais d'usage, sont aussi ceux qui font la meilleure pub. Les petites communautés d'amateurs de pop culture sont désormais beaucoup à spéculer, essayer de deviner les plans des licences sur des années et des années, analyser chaque bribe d'interview, chaque seconde de trailer et chaque indice caché pour échafauder leurs théories. Et on les comprend, il y a quelque chose de très ludique là-dedans, et d'ailleurs la communication autour des films est désormais très tournée vers ce public-là, avec les forums à l'époque, et désormais surtout les réseaux sociaux et les sites d'infodivertissement, comme on dit parfois, comme vous en avez un très bon exemple devant les yeux, entre deux dossiers sur des cinéastes qu'on aime, sur des classiques qu'on défend, des curiosités diverses,
des dossiers qui bitent tous les uns après les autres, hein, clin d'œil, abonnez-vous. Et ben en fait, on fait beaucoup de news sur la couleur du slip de Superman ou la déclaration promo de tel ou tel acteur de prod Marvel. Bon, je grossis le trait, hein, je dis pas que c'est toujours inintéressant, des fois ça l'est. C'est juste que, au-delà de ça, et ben ça marche en fait, ça cartonne. Croyez-nous, on a les chiffres, on voit ce qui intéresse et c'est sans appel, il y a un très large public pour ce genre de mini détails. Tout le monde veut savoir qui sera le méchant de tel film, de telle confrontation. Et dans ce modèle, les communautés en question, aussi bien que nous ou d'autres médias, faisons la promotion des blockbusters hollywoodiens, qu'on le veuille ou non. Et donc les studios ont tout intérêt à rajouter des pièces dans la machine, officiellement ou officieusement. En poussant le bouchon plus loin et prudemment, hein, on pourrait même dire que dans certains cas, le grand public vient voir des blockbusters moins pour se faire la surprise que pour vérifier des théories. Et récemment, il y a beaucoup de pièces dans une très grosse machine, d'où l'impression que les spoilers sont plus agressifs. Vous allez me dire, et on va y venir, que le point de non-retour c'est Spider-Man No Way Home bien évidemment, mais le verre était dans le fruit déjà un peu avant. Ça m'a fait marquer personnellement à l'époque de Godzilla vs Kong. Bon, ça m'a personnellement marqué parce que je faisais partie intégrante de ce public qui s'amusait à essayer de deviner à peu près tout ce qui se passait, avec évidemment la théorie number one, celle de Mechagodzilla. Mais en fait, et même si le bestiau débarque pendant le climax, on voit déjà un bout de Mechagodzilla dans la bande-annonce. C'est là qu'on fait tous le même de DiCaprio qui montre sa télé là, hein, voilà. Mais on va pas se mentir, si vraiment on parle d'une subtile transformation des promos, c'est le duo Sony-Disney qui a été le plus virulent et le plus explicite. Et le personnage rêvé pour expérimenter, eh bien c'était Spider-Man, l'un des héros les plus reconnaissables et adorés. Encore une fois, c'est juste une réflexion personnelle, mais on peut se demander à quel point la révélation de Spidey, non pas dans le film, mais dans la deuxième bande-annonce de Captain America Civil War, a fait office de test. Les mecs montrent l'apparition d'un personnage ultra attendu vers la fin du film. Alors ok, Kevin Feige avait déjà annoncé sa présence dans le film au préalable, mais c'est quand même allé assez loin, et cette apparition a complètement fracassé internet, et on a compté bien plus de spectateurs heureux d'avoir enfin un aperçu de l'araignée sympa du quartier, que de gens pas super contents de le voir si tôt. Il y en a eu, hein, le mec de Ford par exemple a dit que c'était dommage par exemple, mais clairement tout le monde ne parlait que de ça. Encore une fois, Hollywood a spoilé bien pire que ça, mais ce qui change c'est le rapport avec le public. On ne révèle plus un petit peu trop sur l'intrigue, on confirme des théories, on donne raison aux sites de fans, aux sites d'infos, au point que ça devient un peu une bouée de sauvetage. Sony lui-même a tenté le coup avec Morbius. Bon, la promo se présentait mal, hein, apparemment. Jared Leto ne suffit plus à vendre un film, hein, qui l'eût cru. Du coup, est-ce que c'est dans la panique ou prémédité? On ne le saura jamais. La promo a carrément annoncé la présence du vautour de Michael Keaton dans une bande-annonce, avec un plan qui n'est même pas dans le film, comme pour dire « Eh mais attendez, vous aviez raison, hein, il y a une vraie connexion avec l'univers de Spider-Man ». Et finalement, tout ce que ça teasait, eh ben c'était la vieille scène post-générique. Les gars ont spoilé dans une bande-annonce une scène qui se déroule après le générique. Pourquoi? Eh ben, ils espéraient probablement créer une sorte de pacte avec le spectateur. Tu payes ta place pour voir notre film de vampire chelou, et en échange, on te fournit en caméo du MCU. Alors attention, encore une fois, cette idée d'une connivence entre les studios et le grand public n'est pas nouvelle non plus. Je pense notamment aux années 50-60 où des cinéastes ont commencé à mettre leur nez dans la promotion de leurs films, et ils sont allés déjà plus loin que la simple mécanique de « ces images te donnent envie, hein ». J'en veux pour preuve monsieur Alfred Hitchcock, qui était l'un des rares cinéastes de l'époque à être assez reconnaissable, identifiable et apprécié par les amateurs de suspense. La bande-annonce de Psychose est absolument géniale. Ici, aucune image du film, juste tonton Alfred qui se balade dans les décors du film et qui raconte eh bien ce qui se passe plus ou moins. Il ne révèle pas le grand twist, mais il va assez loin dans le récit pour évoquer les meurtres les plus violents. Bon, c'est pas un secret, hein, le cinéaste était un fin analyste de la psychologie de ses spectateurs. Il a donc joué sur cette connivence. Il n'y a plus la marque Hollywood qui propose au spectateur l'aperçu d'un produit qu'il va ou non acheter. Il y a un artiste qui fait un clin d'œil appuyé à son public, qui lui promet sans détour ce pourquoi il va se rameuter en salle, des meurtres et du suspense. La différence est subtile, parce qu'au fond, on va voir des grosses machines hollywoodiennes en s'attendant à quelque chose, hein, au divertissement, aux explosions, etc. On a un peu un cahier des charges préétabli. Mais déjà ici, la nature même de ce qu'il y aura dans le film gagne en précision. Alors finalement, c'est rien de nouveau. Pas tant que ça, parce que si dans l'idée, le fait que les relations entre les studios et le public sont plus proches, ça c'est pas nouveau, hein, les méthodes employées sont quand même assez dingues et parfois assez inédites, je pense. Et c'est là qu'on vient au gros morceau, Spider-Man No Way Home.
Ils sont peu sur cette planète à être entrés dans la salle de cinéma sans savoir que, bon attention spoiler, mais bon à ce niveau-là c'est plus une mention légale pour que personne ne vienne râler dans les coms, à savoir que les deux autres Spider-Man débarquaient à la moitié du film. La promo techniquement n'a rien révélé de ça, mais ça les a bien arrangés sur le coup, parce que bon voilà, hein, je suis comme vous, revoir Tobey Maguire en couleur rouge, ça a fait battre mon petit cœur de snob, c'est là que vous allez dire qu'on est des complotistes, mais il faut avouer que les spoilers ont grandement participé à l'attente et au succès colossal du truc. Déjà la promo a très vite révélé qu'il allait être question du multivers, qui a éveillé pas mal de soupçons, mais surtout c'est la multiplication des maladresses qui ont dévoilé le poteau rose. Bon, on accorde le bénéfice du doute au mensonge mal assuré d'Andrew Garfield, ça doit pas être facile d'être constamment interrogé sur un sujet quand tu subis déjà une promo intensive pour un autre projet, mais il y a des trucs où on a en droit de se poser des questions. Plein d'erreurs ont vendu la mèche. On se souvient du lancement de la bande-annonce et de la version brésilienne, version dans laquelle un des méchants se mangeait une torgnole invisible qui ne venait évidemment pas de Madame Fantastique, mais d'un Spider-Man effacé numériquement. L'extrait a tourné en boucle sur les réseaux dont je parlais plus tôt, cessant de convaincre les fans et plus généralement les spectateurs que les deux autres hommes araignées allaient se liguer contre leurs ennemis. Franchement, c'est quoi ce niveau de bourde de laisser passer un truc pareil sur une bande-annonce qui va être un tout petit peu plus vue que notre vidéo sur les Lies et frères, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Encore une fois, on ne va rien affirmer, mais le service que ces détails facilement décryptés par la planète pop culture ont rendu au long métrage est indéniable. Lors de la fameuse scène où les trois alter ego apparaissent, les cris qu'on a entendus dans toutes les salles de France et de Navarre étaient moins des cris de surprise que des cris de satisfaction. C'est le secret de Polichinelle, le plus populaire vu depuis Belle Lurette, et les premières séances de cinéma surbookées étaient de grandes réunions festives pleines à craquer d'amateurs de cet univers cinématographique, venus tous ensemble constater qu'ils avaient raison. Avec à l'arrivée un box-office qui frôle les 2 milliards, donc tranquille, hein. Est-ce que No Way Home n'est pas le symbole d'une hypothétique nouvelle approche du marketing hollywoodien qui dépend tellement des communautés sur le web qu'il laisse plus ou moins volontairement s'échapper les grosses révélations qui attireront du monde en salle? Eh ben c'est assez évident qu'ils y pensent, hein, et qu'à travers le battage médiatique autour des productions en question, ils essayent de contrôler les infos dont vont se repaître les sites web et réseaux sociaux. Le cas Tom Holland, hein, le boss final de la confrérie du media training, est assez intéressant. Il s'est constitué une réputation de serial spoiler à cause du fait qu'il révèle souvent en interview ou sur des tapis rouges des détails de l'intrigue des films. Bon, c'est jamais des trucs énormes, hein, et c'est aussi tout bénef. D'un côté, il s'assure la sympathie du public, parce que bon, c'est amusant et c'est très humain. De l'autre, ça nourrit directement les débats en ligne, et ça confirme des infos qui vont directement être vérifiées à la sortie. Je pense par exemple au destin de son personnage dans les derniers Avengers, dont tout le monde se doutait, bien évidemment. Bourde plus ou moins involontaire, eh bien on lui demanderait bien, hein, mais je pense qu'il n'a pas énormément de temps à nous accorder en ce moment, mais c'est probablement un peu des deux. Enfin, des aveux ont plus ou moins été formulés, hein, à propos de la diffusion d'informations sur des canaux plus secrets. Ironiquement, c'est pour mener les fans sur une mauvaise piste quant à Avengers Endgame que les pros du net de chez Disney auraient tenté d'influencer leur discussion. Du moins, c'est ce que semble dire la comédienne Iman Vellani qui joue Miss Marvel dans un Q&A sur Reddit. Elle y raconte qu'elle traînait sur Reddit à l'époque Infinity War Endgame et qu'il y avait à l'époque une photo de tournage d'un truc qui s'appelle le VOMI, ouais, et donc qui a alimenté des théories, sauf que selon elle, c'est la Marvel Security qui a propagé le truc elle-même. Alors à partir de là, on se dit que s'ils sont capables de faire de la promo souterraine pour empêcher un spoiler, ils peuvent tout aussi bien les propager de cette manière. Est-ce que la communication officieuse est en train de s'installer durablement? Difficile à dire, mais ça rappelle de plus en plus une situation que les joueurs connaissent bien. Le leak, la fuite de contenu dans l'industrie du jeu vidéo, est devenu un sujet de conversation extrêmement répandu, tant et si bien que sur les forums, il n'est pas rare de trouver des internautes qui accusent tel ou tel éditeur de faire fuiter des trucs volontairement. En tout cas, le carton de No Way Home a clairement fait des émules, jusqu'à la parodie quasiment. Les majors veulent tout avoir leur Tom Holland, qui fait de la promotion techniquement hors du système classique, et généralement directement sur ou à destination des réseaux sociaux, mais qui sont évidemment à leur service. Pour le coup, ça c'est pas nouveau, hein. Je pense à Ryan Reynolds par exemple, qui s'est redoré son blason grâce à ça, mais encore une fois, la fausse proximité de ces vedettes avec leur public leur permet de directement interagir avec les spéculateurs divers et variés. C'est ce que Julien Noble, vice-président du marketing de Warner Bros Entertainment, appelait des contenus différenciants en 2021 au micro de Challenge, et Warner est très vite passé de la théorie à la pratique avec Black Adams
qui pousse ce truc du « je te spoil » mais sans le dire à un point qui m'a personnellement beaucoup fait rire. Leur vecteur de contenu différenciant le plus balèze, c'est évidemment Dwayne Johnson, qui facture d'ailleurs ses posts des réseaux sociaux à des prix complètement délirants. Je vous renvoie à la vidéo de Geoffrey à son sujet. La promo du film a débuté à travers lui des mois et des mois avant la sortie, avec toutes ces vidéos dans sa salle de sport là. Il a transformé la promo allusive en mème en fait, en répétant inlassablement « La hiérarchie de l'univers d'ici est sur le point de changer » et en provoquant une vague de réactions à chaque fois qu'il faisait une vague allusion à une potentielle personne contre qui il pourrait se friter en tant que Black Adam. Puis les réseaux de Warner ont directement pris le relais, et alors là, leurs indices, il faudrait passer le marketing de No Way Home pour un sommet de subtilité. Ils balancent la BO en avance avec des titres de pistes assez évocateur, on va dire. Et en fait, ils ont même pas tenu jusqu'à la sortie, hein, puisque la veille de la sortie américaine, ils te sortent ce genre de truc très, voilà quoi. Tout ça, non pas pour un méga affrontement dans le climax ni rien, mais pour une scène en chant contre chant post-générique. Les deux arguments de Warner, c'était « Hey, c'est The Rock, hein !» Et on vous jure qu'il y a Henry Cavill dans la scène post-G. Jamais personne n'a confirmé officiellement Superman dans Black Adam, c'est juste des allusions tellement grossières qu'elles n'en sont plus. Et mine de rien, j'ai pas vu beaucoup de gens gueuler qu'une info aussi importante soit révélée aussitôt, preuve peut-être que le rapport du public au spoiler a aussi changé. Tout le monde y trouverait son compte. Et une seule chose est sûre, désormais le secret de Polichinelle compte autant que le money shot, si ce n'est plus. Aucun jugement de ma part, hein, c'est juste une réflexion, même si tout ça a des conséquences. Le petit jeu des spéculations est si populaire et si entretenu par les studios eux-mêmes qu'il est devenu quasi obligatoire pour les rédactions web, toujours nous concernant, et alors c'est complètement absurde. Les fans qui se plaisent à se concentrer sur ces détails sont devenus aussi, si ce n'est plus importants que la presse par exemple. Vous savez probablement que quand on voit un film avant son exploitation, on signe un embargo, c'est-à-dire un papier qui nous oblige légalement à ne rien dire avant une date précise. Et dernièrement, je pense à Jurassic World 3 notamment, les dates d'embargo sont parfois après la fin des avant-premières. Donc on voit le film avant, mais nos articles sont grillés par rapport à d'autres réactions qui vont confirmer la présence de tel ou tel personnage, plutôt que de réfléchir au film en tant que tel. Du moins c'est ce que pensent les studios. Et ça nous met dans une position étrange. Est-ce que pour pouvoir parler vite du film, on doit laisser tomber les projos presse et aller aux avant-premières officielles? Est-ce que ça nous donne le droit de sauter l'embargo vu qu'on s'est engagé à rien? On sait pas. En tout cas, c'est pas non plus une science exacte, hein, parce que le cas de Jurassic World est assez parlant, parce qu'en fait les gens, ils ont un esprit critique en fait, hein. Ouais, c'est pas juste des vaches à lait, même s'ils aiment les blockbusters. Donc vu les premiers retours, pas sûr que ça les ait aidés beaucoup. N'empêche que certaines rédactions se sont mises à la page. Pour la fin de l'embargo de Black Panther Wakanda Forever, le HuffPost n'a pas publié de critique ou de billets, mais un résumé détaillé du film avant sa sortie. Comme ça, un truc à froid pour se satisfaire de la frange du public qui est avide de spoilers. Mais ce qu'on plaint le plus, finalement, c'est tout simplement le public quoi. Certains adorent ce petit jeu de « je te dis moi non plus », mais d'autres aimeraient pouvoir se faire leur gros divertissement sans se faire spoiler la moitié du troisième acte. Et là en ce moment, pour pas venir à cet exploit, il faut désinstaller Twitter et partir vivre dans les Ardennes profondes. Je vous conseille l'Argonne, il n'y a pas beaucoup de réseaux et c'est assez joli. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que quelque chose a changé? N'hésitez pas à nous le dire dans la section commentaires, ça nous intéresse. Si vous en avez marre des citations d'acteurs et d'actrices écrites par des profs d'école de commerce, vous pouvez nous voir sur le site, où on parle aussi de plein d'autres trucs comme récemment Nosferatu, T-West qu'on a rencontré, God of War et en jeu vidéo. Et si en plus vous voulez nous soutenir contre quelques petits deniers, on a une section rien que pour vous, avec des dossiers sur l'Ange de la Vengeance, 3-10 to Yuma ou Alliance of the Deep par exemple. Ah et aussi on va passer Event Horizon au Club de l'Étoile, avec une discussion et surtout un apéro le 2 décembre, donc j'espère vous y voir. A plus. Stop.